Attends, tap tap monde! Aujourd'hui, l'épisode numéro 43. On rêve d'exotisme et d'aventure avec mon amie Sophie Rice de Baby Jetlag, la référence pour les parents et futurs parents voyageurs. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc aujourd'hui, Top Top Mom, accompagné de la référence pour les parents voyageurs et futurs voyageurs, Sophie Rice. On se donne un goût d'exotisme, on se donne un goût de vacances, on se donne le goût d'évasion. Sophie, bonjour. Oh, Comment ça, on se connaît. Oui. On se connaît, fait que je suis, en fait, 2 fois plus contente d'être avec toi. Pas juste de jaser voyage, puis parce que c'est ma passion, mais juste parce qu'on a rarement du temps ensemble. Donc, c'est un beau cadeau qu'on se fait aujourd'hui. C'est pas de ma faute si t'es vraiment très occupée à voyager aux quatre coins de la planète, mon amie Sophie. Non, mais ça fait longtemps qu'on a collaboré ensemble. Puis moi, je me souviens, à l'époque, de mémoire, c'était pour Maman Urbaine et Confetti. Oui. Sophie du Centre de pédiatrie sociale de Québec. On s'était rejoint dans un bureau dans le centre-ville de Québec. Puis moi, là, j'arrivais là, Quand je travaillais avec là. Sophie, t'avais déjà une grosse communauté. Je me souviens d'être stressée dans mon auto, de dire, aïe, aïe, tu sais, je m'en vais rencontrer Sophie de Jetlag. Pour finalement arriver avec l'humaine, la plus humaine au monde. Ça a été cool, ça a été fun. Ouais. Et moi, ça a été one take. Parce que, naturellement, 100%. on s'est filé, ma chère Sophie. Donc, comme je le disais, d'entrée de jeu, Baby Jetlag. Donc, référence pour les voyageurs. J'imagine que ça part un peu de ta passion pour voyager. Mais j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi avoir voulu informer justement les Ouais. parents. C'est quoi l'histoire de l'entreprise de Baby Jetlag? Ben oui, en fait, c'est plus, je dirais, un projet puis une mission qu'une entreprise. Puis ça part vraiment d'une graine, du pourquoi. Puis c'est rare que j'ai l'occasion d'expliquer c'est quoi cette histoire-là. Mais à la base, moi, ma vie, en fait, a été basée sur l'envie de voyager. Quand j'étais petite, là, j'en parle dans le livre là, en introduction, mais c'est vrai, là, mes parents m'ont donné le plus beau des cadeaux du monde. Ils m'ont offert une map monde quand j'étais petite, là. Puis pas celle qu'on a des applications mobiles là, pour ça, là, la vraie map monde, là, où est-ce qu'on mettait des punaises dessus. Puis longtemps, OK, j'ai passé des heures et des heures à glisser mes doigts dans toutes les capitales du monde. Puis j'avais vraiment cette envie d'aller voir ailleurs parce qu'on dirait que cette espèce de map-là qui était physiquement dans ma face parce que on avait à l'époque des téléphones filaires, hein? Oui. Les téléphones filaires, OK? Un petit coup de vieux en même temps, j'aime ça. Ça Oui. revient dans l'essentiel qu'effectivement. Exactement. Donc, je salue tout le monde qui est né avant, je sais pas, 88 ou je sais pas. Donc, oui, on avait des téléphones filaires qui faisaient qu'on était limité dans un radius, OK? Puis moi, ce radius-là me menait devant cette map monde. Et moi, mes 2 parents sont portugais, donc rapidement, j'ai compris qu'il y avait un ailleurs, qu'ailleurs dans le monde, les gens faisaient des choses différemment, qu'ailleurs dans le monde, il y avait des gens qui vivaient d'une autre façon et que c'était bien correct. Et surtout que moi, mon terrain de jeu, là, c'était pas juste ma maison, ma cour, mon école primaire, mon école secondaire. Mon terrain de jeu, c'était le monde. Puis j'avais envie de le découvrir, ce monde-là. Donc, c'est ça qui a vraiment stimulé mon désir de travailler super jeune. À 13-14 ans, j'avais déjà 2 jobs. J'ai toujours travaillé à temps plein, été à l'université à temps plein, lancé des entreprises à 19 ans. Ça a été pour moi pourquoi je travaillais si fort pour gagner des sous, c'est pour économiser, pour m'aller en voyage. Puis quand je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, OK, ben les gens m'ont regardé avec un air horrifié en me disant « Oh my God, ta vie est finie, tu pourras plus jamais voyager. Hey, une chance d'être à tel endroit parce que oublie ça, tu mets... » Ouais, maintenant, avec un enfant, cette destination-là est plus possible, mettons, là. Ben oui, puis tu sais, puis tous ces commentaires-là, mais moi pourtant là, depuis que j'ai 18 ans, je voyage toute seule jusqu'à temps que je tombe enceinte à 30 ans, puis je peux te garantir que j'ai vu des enfants partout à travers le monde là, ils mangent, OK, ils dorment, ils survivent, OK? Et quand je me suis fait dire toutes ces choses-là, ben je me suis dit que fondamentalement, si la personne me dit ça, c'est parce qu'elle a des propres peurs, puis on a peur de ce qu'on ne connaît pas en tant que tel. Puis c'est quoi la plus grande arme contre la peur? Ben c'est l'information. C'est ça. Puis là, on est présentement en 2012. Il y a rien vraiment qui existe sur le marché. À l'époque, il y avait un Lonely Planet ou un Ulysse, j'en voyageais en famille. Il n'y a pas Instagram à cette époque-là.
Les blogs. Non, non. Je parle d'une autre ère, finalement, là. C'est une autre ère. Et il y avait pas Facebook, en fait. Oui, je veux dire, était là, mais ça commençait. Mais surtout, en fait, puis les blogs. Il y avait des blogs, là. Tu sais, ça commençait. Tu sais, mais les blogs, c'était beaucoup. J'ai été à tel endroit, il a fait beau, il y avait une flaque de popsicle à terre. Tu sais, je veux dire, Il n'y avait pas l'information, ouais, c'est ça. non, Plus des parce que c'était. Mais oui. Et moi, ben, j'ai étudié en communication, j'ai travaillé en communication, vraiment dans les médias, tu sais, puis beaucoup en fait en communication, marketing, alliance stratégique, dans des postes très tu sais, exécutifs dans les grandes entreprises. Donc moi, j'avais une rigueur là, puis j'avais pas le temps, moi en tant que parent, de me taper le roman de l'autre qui fait un blog. Moi, je voulais de l'information droite au but, efficace, et je ne trouvais rien. De l'information en fait qui est vraiment validée, consolidée. Tester, puis aussi, je veux économiser, donc je veux des astuces aussi. Pour moi, c'était important les astuces, tu sais, de se dire, OK, bon, il y a plan A, plan B, mais OK, t'as-tu pensé à ça aussi? Donc, ça, c'était quelque chose que je trouvais pas dans mon écosystème. Mais pour te faire une histoire courte, je suis partie mon premier congé de maternité avec ma fille. On est parti 2 mois en Asie. On a fait le tour. On a été en Amérique du Sud, en Amérique centrale. On a été en Europe. On a voyagé toute l'année de congé de maternité. J'avais envie de prouver le contraire aux gens qui me disaient « Mais tu pourrais plus voyager! » Non, ben je le faisais pas nécessairement pour ça, mais un de mes plus grands rêves quand je voyageais plus jeune, c'était de partir plus que 2 semaines et demie, 3 semaines. À l'époque, on n'avait pas de télétravail, on n'avait pas ça. Puis dans des postes surtout exécutifs, moi, j'avais pas le droit de partir plus que 2 semaines. Des fois, 2 semaines et demie à Noël, OK? C'est ça, la vie. Fait que pour moi, mon congé de maternité numéro 1, c'est une façon pour moi de réaliser ce rêve, de pouvoir partir au long cours, tu sais. Oui, tu sais, moi, je voyais des gens en Asie, tu sais, ceux que je croisais qui me disaient, tu sais, que se posaient la question, ah, vous revenez quand? Vous êtes là combien de temps? Ah, je sais pas, j'ai le billet ouvert. Pour moi, ça, c'était mon rêve ultime de fille corporative que j'aurais jamais pu accéder. Donc, mon congé de maternité m'a permis de faire ça. Et quand je suis revenue en 2012, justement, tu sais, j'ai documenté des choses pour mon propre besoin, mais ça reste que j'avais une carrière vraiment comme très prenante. Fait que je suis retournée travailler, puis je suis tombée enceinte en 2016 de mon fils. En fait, c'est pas vrai, en 2015. Et durant ce 2e congé de maternité-là, on est reparti. Donc, on est reparti 2 mois en Asie, on a comme bougé, mais là, avec 2 enfants. C'est pas, là, ouais, c'est ça, c'est comme une game, là, ouais. Non, de 2 ans et 3 quarts et un bébé naissant parce que à chaque fois, on est parti quand il y avait entre 2 et 3 mois, puis après ça, on est parti quand il y avait 4 mois en Asie. Puis c'est juste, ça a donné, c'est pas qu'on a voulu calculer ça, c'est juste que les destinations, ça fonctionnait dans notre horaire, là. C'était le même, là. Puis, donc, tu sais, ils ont tout fait, l'apprentissage des aliments, ils ont tout fait à l'étranger. Tu sais, donc, quand je suis revenue, justement, ben là, en 2016, j'ai décidé de consacrer la 2e moitié de mon congé de maternité à écrire le premier site de référence pour parents voyageurs. Et c'est là que babyjetlag.com est né à l'époque. Et ça a été comme un gros succès parce qu'il n'existait pas justement une source de référence québécoise qui est proche de la réalité, mais surtout qui est traitée en fait avec cette rigueur-là. Puis là, maintenant, bien sûr, on est en 2025, on est 10 ans plus tard. Fait que c'est sûr que le média du blog est comme moins pertinent. Maintenant, je travaille beaucoup plus sur d'autres outils. Justement, comme sur Instagram, l'Instagram de Bébé Jetlag où j'archive des destinations. Et ben l'opportunité d'écrire le livre Le Guide des parents voyageurs est arrivée rapidement, donc tout de suite après en 2018, qui est devenu en fait la Bible pour les parents voyageurs. Donc ça, c'est vraiment devenu la Bible. Donc là, maintenant, j'utilise ces deux moyens. Donc vraiment, ces 2 moyens, c'est-à-dire que, tu sais, je te le montre, dans le fond, ça, c'est la nouvelle édition. Je l'ai dans ma bibliothèque aussi. Ben, tu l'as. Et la nouvelle édition. La première édition, je vais pas me mentir. Mais moi, j'ai les... Ouais, t'as l'édition. Toi, t'as l'édition vintage. La première, la couverture est blanche. Puis celle-ci, c'est vraiment celle-là qui a été rééditée, en fait, exactement, en fait, 1 an. Et elle a été complètement toute réécrite, mise à jour au grand complet. Donc, toute l'information est là. Puis chaque fois qu'on réédite, de toute manière, on leur travaille. Mais ça, c'était vraiment une réécriture complète. Et après ça, j'utilise... ça a été quand même... ouais, c'est ça, un gros travail pour en avoir pris 2 livres qui ont jamais été édités. Je peux m'imaginer l'ampleur de la tâche.
Oui, puis tu sais, c'est post-pandémie, il y a 400 pages, tu sais, post-aventure aussi de ma vie personnelle aussi qui est reflétée aussi là-dedans dans la première partie, s'inspirer. Il y a aussi, tu sais, beaucoup de choses qui ont évolué. Tu sais, c'est niaiseux, mais en 2018, les cartes eSIM n'existaient pas là pour les données mobiles, entre autres. Fait, tu sais, il y a plein de petites technicalités comme ça qui changent. Mais fondamentalement, dans le fond, maintenant, j'ai délaissé le blog pour vraiment avoir les destinations sur le compte Instagram, puis l'outil pour se préparer. Fait que c'est vraiment ça la petite histoire. Puis, tu sais, moi, personnellement, je me fous complètement d'être la spécialiste en poussette, là. J'ai jamais eu une ambition de ça. C'est pour ça que je l'ai toujours catégorisé comme un projet. Mais pour moi, je le vois presque comme un projet à impact social. Pourquoi? Parce que je suis convaincue. Et ça, là-dessus, là, c'est ça qui, au vrai, c'est pour ça que je me réveille chaque matin à investir tellement de temps, d'énergie dans ce projet-là depuis 10 ans qui est vraiment un projet de cœur. C'est parce que je crois fondamentalement que plus les gens vont voir ce qui se fait ailleurs, plus ils vont être ouverts sur le monde. Tu sais, la curiosité, c'est le super pouvoir de tout humain, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie en général. La curiosité, c'est notre arme incroyable et l'éducation, bien sûr. Puis lorsqu'on va, puis on va sur le terrain, peu importe quel terrain c'est, parce qu'on peut aussi aller dans un camping de la CEPAC, dans un n'importe quoi au Québec, là, justement. Oui. Non, non, mais juste d'aller sortir de cette zone de confort-là, puis d'aller être curieux, tu sais, de ce qui se passe, dans le fond, ben plus je pense qu'on contribue à une meilleure société, tu sais. Fait que c'est vraiment ça ma motivation de départ avec ce projet-là. Hey, c'est une longue réponse à ta question. En fait, tu te lances en politique parce que me semble que je voterais pour toi. Tu battrais pour moi en politique? Écoute, je dis pas non. Peut-être qu'au cours des 12 prochaines années, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais avis à tous les partis politiques qui veulent me contacter. Mais non, mais c'est parce que je trouve que ça réglerait, bon, pas tous les problèmes de la société, bien entendu, Non. mais juste cette ouverture sur le monde, d'accepter son voisin, sa culture, ses traditions, la façon dont il a d'éduquer ses enfants. Tu sais, il y a tellement de beau dans tout ce que tu viens de dire. Puis je pense qu'effectivement, de le voir sur le terrain, ça a un autre impact que de le lire dans les livres. Fait que je trouve que c'est une mission très noble, ma chère Sophie, que tu t'es donnée là, en plus de travailler, d'être une top mom. Ça, j'ai le goût de te poser la question parce que c'est quand même le balado ben. Est-ce que tu dors bien avec tout ça? En fait, dans mon deuxième livre, j'ai un chapitre sur l'importance du dodo dans la santé intégrative, puis même mon documentaire Santé intégrative de patients à participants à Radio-Canada, en fait, le témoigne. Je dis une phrase dans le documentaire qui est la suivante. Je suis au volant, puis je suis comme, parce que c'est vraiment, c'est un super documentaire d'1 heure, puis je dis que des fois, je me sens imposteur parce que j'écris, en fait, sur l'importance du dodo à 2 heures du matin, tu sais. Donc, il y a comme un... C'est ça. Fait que je peux pas m'en sauver parce que noir sur blanc. Je dis pas ce que je fais. Mais oui, Je dis pas ce que je fais, mais oui, c'est sûr que, tu sais, ma vie professionnelle est vraiment très, très, très chargée. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui est impacté. Fait que c'est sûr que pour moi, dans ma santé intégrative, parce que c'est un des piliers hyper importants, au même titre que l'alimentation, que l'exercice physique, mais moi, je le sais, là, mon problème, c'est le dodo. Fait que, je m'excuse, on n'est pas dans le bon balado. Ben non, au contraire, faut en parler des gens qui sont quand même professionnels, qui ont des habitudes de sommeil, disons-le, atypiques. Mais moi, je reviens à l'essentiel, tu sais, si t'es capable de fonctionner, puis que, tu sais, que tu es globalement correct dans tes émotions, tes habitudes de vie, etc. Je veux dire, faut pas canaliser le sommeil d'un humain dans une petite boîte de 8 à 10 heures de sommeil pas continu. Il y a des gens qui, tu sais, qui vont se réveiller la nuit, mais qui sont fonctionnels le matin. C'est pas nécessairement qu'on appelle des troubles d'insomnie non plus. C'est vraiment, en fait, tous les troubles de sommeil doivent partir de la plainte du patient. Fait que si toi, ça va bien avec tes habitudes de sommeil, c'est pas ce qu'on appelle un trouble de sommeil. C'est un sommeil un peu atypique, mais c'est pas nécessairement une problématique de sommeil. Ben écoute, tu me rassures dans ma santé, mais une chose qui est vraiment hyper intéressante, c'est que lorsque je me couche, je dors. Fait que c'est peut-être ça aussi, tu sais, donc peut-être que c'est plus récupérateur, mais je suis très, très performante dans mon dodo. Au grand désarroi des gens qui m'entourent, lorsque je dis ça à la blague, là, mais... Performante de A à Z. Elle a même des nuits performantes. Fait que ça, je trouve que ça reflète ta personnalité quand même, ma chance.
Ben, en tout cas, clairement que quand je dors, tu sais, puis t'as quelqu'un qui fait de l'insomnie à côté, je tape vraiment ses nerfs. Fait que c'est vraiment ça, parce que je suis comme un bébé qui dort à côté. Mais cela dit, mes bébés ont eu quand même quelques difficultés. Donc, je comprends et je suis totalement remplie d'empathie pour les parents, donc les top dad et les top mom qui se réveillent 8 fois par nuit. Been there, done that, but a t-shirt. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça t'a pas empêché de voyager, ça t'a pas empêché d'écrire des dates, puis il y a absolument rien qui est impossible. Tout, rien n'est éternel, même les mises en Non, puis même, ce qui est drôle, parce que, tu sais, quand tu me parlais des origines, en fait, du site, à la base, j'ai appelé le site babyjetlag.com. Pourquoi? Parce que c'était longtemps le surnom de mon fils, en fait. Donc, c'est le surnom Hey, Sunji, c'est mon petit bébé jetlag. Il est tout le temps comme... Lui, il est comme carrément sur 8 fuseaux horaires, il dort tout croche, tu sais, c'est comme... Fait que c'était ça, mais aussi quand je promenais mes enfants en Asie à 3 heures du matin, genre à Hanoï, parce que il était complètement en décalage horaire, puis moi, je suis même dans ma poussette à Hanoï, puis j'ai des tatas, puis les gens ils disaient comme, mais c'est qui cette folle qui se promène en 3 heures du matin ou en porte-bébé, peu importe. Puis là, j'arrêtais pas de répliquer genre, no, it's okay, it's a baby jet lag. Fait que c'est comme ça que... Two phrase, hein, que j'aime ça. Ouais! C'était ça. Fait que pour vrai, c'est à partir vraiment d'une joke interne, mais bon, c'est sûr, d'un point de vue branding, c'est pas l'idéal, mais j'ai toujours trouvé ça drôle. Puis au début, tu sais, c'est un projet qui a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais au départ. Ben, c'est parce que tu es venu toucher une corde sensible de beaucoup de gens, parce Ouais. qu'effectivement, tu t'en disais, ça n'existait pas ces ressources-là, que heureusement, on a cette ouverture sur le monde-là, cette accessibilité aussi plus de voyager que, mettons, à l'époque de mes grands-parents, on, tu sais, voyager, écoute, c'était Fort Lauderdale en auto, puis, tu sais, je veux dire, puis ça, c'était le trip de la vie, là, on économisait une vie juste pour aller en Floride au moins une fois. Fait que je pense qu'effectivement, t'es venu répondre à un besoin. Fait que moi, je suis pas, puis avec ta belle énergie, puis tout ce qui t'entoure, je suis pas surprise que ça a été un succès. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a quelque chose qui est très culturel aussi. Tu sais, tantôt, je disais que je voyais des gens partout dans le monde, tu sais, mais partout dans le monde, je voyais des familles françaises, je voyais des familles d'Amérique latine, mais je voyais, européennes en général, mais je voyais pas de Québécois qui voyagent. Et c'est très culturel au Québec de ne pas voyager tant que ça. Tu sais, il y a un contexte économique aussi qui est caché derrière, mais ça reste que du temps, en fait, de nos grands-parents qui ont peut-être 80 ans maintenant, ben eux, c'était même, j'irais même jusqu'à dire que c'était mal vu de partir en voyage avec ta famille parce que puis rappelons que c'est à l'époque où est-ce que quand les femmes accouchaient, ceux qui avaient beaucoup de sous, on les envoyait en Floride récupérer pendant que leurs enfants étaient justement restés en maternité. Donc, il y avait cette déconnexion aussi par rapport à tout le domaine, tu sais, de la maternité qui a beaucoup, en tout cas, du moins qui évolue beaucoup. Puis là, maintenant, on voit complètement une autre vague, surtout arriver au cours, moi je le note, là, depuis les 5-6 dernières années, où là, et j'en suis extrêmement contente, mais il faut juste faire attention jusqu'à où on va, où là, c'est l'extrême avec ce qu'on voit sur les médias sociaux, où est-ce que, hey, t'accouches puis t'es partie en voyage, t'as un filtre beige puis t'es toute belle puis toute bien arrangée. Tu sais, il y a comme une limite entre les deux, là, de pas se mettre la pression de partir 2 jours après avoir accouché juste pour prendre des photos sur Instagram. Ça n'a aucun rapport. Instagram n'a aucun rapport. Je suis pour les réseaux sociaux, j'aime ça au bout, mais effectivement, il y a une grosse partie des réseaux sociaux qui sont devenus tout n'importe quoi, là. Récemment, on s'est mis sur TikTok, là. Puis là, des fois, quand j'ai goût de justement, là, de me réconforter que je suis a good human, tu sais, 15 minutes sur TikTok, tu te dis, mon Dieu, il y a quelque chose que moi, je ferais mieux qu'eux autres, en tout cas, là. Tu sais, ça a des pipes, ça regarde des vidéos hamster. Ouais, ben, c'est ça. Mais j'aimerais peut-être me mettre là-dessus. Peut-être que c'est quasiment plus réconfortant qu'écouter des gens raconter. Tu sais, tout le monde est expert de tout. Mais il n'y a plus aucun filtre. Le monde raconte des histoires personnelles que je me dis, puis c'est eux qui ont le plus de likes puis le plus de partage. Là, on dirait qu'on se nourrit aussi de ça, là, de vouloir savoir ce qui se passe dans la vie personnelle de tout le monde. C'est humain. Mais c'est même mon invitation aux nouveaux parents voyageurs, c'est essayer de prendre un petit pas de recul, pas de sentir de pression, de partir tout de suite, respecter vraiment vos limites, puis laissez faire, posez-vous la question, est-ce que je le fais justement pour aller me chercher des likes avec des photos de mon enfant en bonheur sur Instagram, ou je le fais parce que j'ai vraiment envie d'aller là, tu sais. Fait que peut-être quand on se pose la question, aussi, j'ai-tu vraiment envie d'aller là, ben on change peut-être de plan, puis c'est peut-être qu'est-ce qui est plus juste pour nous aussi, là. Fait que j'invite les gens à être à l'écoute de leurs propres limites, vraiment. Et pas sentir cette pression sociale qui n'existait pas, là, 10 ans. C'est tout nouveau. Mais non, parce qu'on ne pouvait pas montrer à personne qu'on était parti. Même qu'avant, on ne disait pas qu'on était parti parce qu'on voulait pas que les voleurs arrivent chez nous.
Maintenant, c'est le choses en vente à 20 000 personnes qu'on connaît pas pantoute. Exact, c'est super drôle. Ce balado est présenté par deux matantes. Mais on est vraiment... mais, yeah! Mais ça reste quand même que... non, on rit, là. Mais je fais pareil. Moi aussi, la première affaire que je fais quand j'arrive à quelque part, c'est de mettre des photos sur Instagram. C'est juste que je trouve qu'il y a quand même un rapport à... Je trouve que c'est toujours important de se revisiter de notre rapport par rapport aux réseaux sociaux parce que je pense que des fois, on le fait peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons. Tu sais, je pense entre autres là, aux gens qui se justifient, là. Excusez-moi, j'ai été absente pendant une semaine. OK, mais je veux dire, t'as pas à te justifier, t'as pas à t'excuser. Mais non. You do you. Puis tu sais, les gens qui sont vraiment, tu sais, qui te suivent vraiment régulièrement, puis qu'avec une quelle question, ils vont venir par te texter quelque chose, tu sais, t'es-tu correct, etc. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Mais les réseaux sociaux, c'est dans nous, le nouvel ère, c'est un autre sujet, là. Je veux juste revenir sur un kick que t'as dit, puis après ça, on va passer à mes questions voyage, bébé, là. Oui. Mais est-ce que tu penses que les Québécois, nonobstant de la culture, tu penses que c'est peut-être pas la langue qui nous a barrés, d'abord et avant tout? Ouais, pas tant Non. que ça, je pense. Pas tant que ça, parce que si basé là-dessus, on peut dire, ben il y a toute la francophonie qu'on aurait pu vraiment visiter. Mais oui, peut-être il y a une certaine notion, mais j'aurais pas tendance à penser nécessairement. C'est vraiment, je vais donner un autre exemple. Au Québec, en fait, combien de fois on se pose la question, hey, ça, c'est-tu un restaurant pour enfants, ça? Je peux-tu y aller avec mes enfants? Jamais cette phrase, on l'entend au Portugal, jamais cette phrase, on l'entend en Italie, jamais cette phrase, on l'entend en Colombie. C'est très culturel de se dire, ici, j'amène mes enfants chez Saint-Hubert, pour pas le nommer. À l'époque, on aurait dit chez McDo. Merci Saint-Hubert, ou comprenez, ou dans des pizzerias ou des affaires comme ça. Jamais ici, culturellement, on va oser emmener un enfant au restaurant dépasser 20 heures sous peine de se faire appeler tu sais, c'est ça. Tandis qu'ailleurs dans le monde, on va justement à Lisbonne, il y a un party de poussettes dans les restaurants à 23 heures où les enfants dorment dans leur poussette et les parents, en fait, vont profiter du moment. Moi, je me souviens, j'étais avec mes enfants en Slovénie, à Ljubljana, qui est une des capitales, dans le fond, des grandes villes de ce monde qui est les plus innovantes puis qu'on connaît pas grand-chose. Mais je sais même pas c'est où ça map, excuse mon ignorance. C'est très beau. Alors, nous, on avait fait, juste pour ceux qui ça leur tente, là, on est arrivé à Vienne, pas à Vienne, à Venise. À Venise, on a loué une voiture, puis on a fait justement Slovénie, Croatie, un petit bout d'Autriche. C'était un super beau road trip extraordinaire qu'on a eu. On a fait ça quand les enfants avaient, mon Dieu, peut-être mon fils avait 3-4 ans dans ces eaux-là. Puis ma fille 2-3 ans plus tard, mais bref, ça pour dire que juste la façon que la ville a été pensée, dans le fond, il y a devant les places publiques, les terrasses. Il y a des places où oui, puis pas juste ça, il y a des places publiques où les enfants peuvent courir, jouer dans des infrastructures artistiques où est-ce qu'ils peuvent grimper là-dessus, et ça annexé au bar. Donc les enfants les parents sont là, ils prennent des verres, et il y a même des bibliothèques publiques, donc tu sais des bibliothèques libre-service au pied des bars, des terrasses, pour que les parents puissent profiter du moment et que les enfants puissent s'amuser. Donc, c'est toute cette notion-là qui est vraiment d'inclusion de l'enfant qu'on n'a pas nécessairement comme réflexe au Québec et qu'on espère que ça va être de plus en plus, mais je veux dire, les villes sont pas pensées comme ça, l'urbanisme n'est pas pensé comme ça, les restaurants sont malveillants. Difficulté à avoir des places dans des services de garde. Fait qu'avant qu'on ait des bibliothèques au bien des bars, des œuvres où nos enfants peuvent escalader, je pense qu'on va devenir encore plus patente, là, mais... non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, puis l'été passé, on était en Espagne, tu sais, dans le nord de l'Espagne, et ça, c'est super drôle. On est rentré, mon fils avait besoin d'aller aux toilettes. Fait qu'on est rentré dans un bar, qu'on n'est pas resté là, puis on est monté au deuxième. Puis là, au deuxième, les toilettes étaient au deuxième étage. Et là, je suis comme, est-ce que j'hallucine ou j'hallucine pas? Puis ça, je l'ai documenté. Il y a des photos de ça sur l'Instagram de Bébé Jetlag. Le deuxième étage du bar est consacré à une salle de jeu pour les enfants. Donc, au lieu d'avoir une salle vide, un entrepôt, le rêve.
Fait que les parents sont en bas, puis là, j'invite pas les gens à devenir alcooliques, c'est pas ça le point, là. C'est juste de prendre des tapas avec un verre de vin, là. Tu peux prendre Ou un motel ou un petit verre de whatever. Et, ben oui, exactement, 100%. Puis c'est juste que physiquement, les enfants sont en haut dans un lieu sécurisé où est-ce que si tu veux dire forcément tes voies descendre, il y a un escalier pour descendre. Puis ils s'amusent entre eux pendant que les parents socialisent après le bureau. C'est quand même le fun, là. Ben, Allô Saint-Hubert, on aimerait vous donner une idée vraiment tripante. Moi, ça me tente de manger des côtes levées avec mon... Non, mais c'est vrai, puis c'est Bianca Gervais, à l'époque, elle avait écrit un article dans une revue, je pense. Puis c'était à quelle une société amener vos enfants. Tu sais, en ce sens que c'est pas normal qu'on se pose cette question-là de dire est-ce que c'est pas... Tu sais, je trouve qu'effectivement, tu marques un point. Les raisons de plus pour que je te donne mon vote, puis moi, je te mettrai au ministère de la Famille. Bon! Hey, ça va rouler ce Québec puis ce Canada-là, mais Sophie Reiss prend le contrôle. Je vous le jure, mes amis. Ah, ça va être très drôle. Et c'est vrai que, tu sais, juste ça au niveau de la famille, de constater ça. Puis moi, je pourrais avoir vécu quand même quelques années au Mexique, effectivement. Mais oui. Ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a rien à voir. Non. Puis vraiment, puis souvent, c'est drôle parce que je vois on a un groupe de discussion pour les lecteurs du livre. Il y a plus de 41 000 parents voyageurs sur ce groupe-là. Comment ça va être ce groupe-là? C'est la communauté Bébé Jetlag pour les lecteurs du livre. Donc, j'invite vraiment les gens à respecter le fait de liser le livre, puis après ça, se joigner la communauté. C'est vraiment un groupe de soutien pour les lecteurs. Okay. Et des fois, je vois ça penser des questions justement, tu sais, est-ce que vous pensez que je peux faire telle chose à tel endroit dans le monde ou n'importe où? Tu sais, il y a comme une crainte que ça va être plus difficile ailleurs. Mais je veux juste rassurer les parents, puis ça, je le dis dans le livre aussi. Faut pas oublier que le ailleurs, c'est le chez nous de quelqu'un d'autre. Oui. Puis cette phrase-là est intéressante. Probablement que le Mexicain, là, il se pose la question sur c'est donc ben comme comment ça marche au Canada, puis il y a cette même crainte-là. Mais au-delà de ça, on se rend compte rapidement que les endroits les plus difficiles pour voyager en famille, c'est en Amérique du Nord, c'est aux États-Unis, c'est au Canada. C'est ça l'affaire. Ben là, j'évite les ongles de guerre, vous comprenez, là. Puis, oui, un endroit, tu sais. À toute information oui, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile de se rendre de Bangkok à Luang Prabang au Laos que de faire Montréal-Sherbrooke, pas d'auto. C'est capoté ce que tu dis là, pareil. Puis là, écoute, c'est quand même testé, vécu et documenté. C'est pas juste quelque chose que tu dis ça dans les airs, mais c'est quand même... Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de parents voyageurs ou même juste de voyageurs qui peuvent le témoigner aussi. Oui, vraiment. Aïe, ben tant mieux. Fait que continuons à explorer le monde, ma chère Sophie. On va en venir avec des questions plus pratico-pratiques pour celles qui sont en train de planifier leurs prochaines vacances estivales et qui voudraient bouger de leur chez soi. Là, on en a parlé, là, on se roche pas à partir en voyage, mais c'est quoi le meilleur moment pour voyager avec bébé? Y a-t-il un âge minimal, en fait, pour prendre l'avion avec un humain? Oui, ben en fait, l'âge minimal, c'est à peu près... Oui, il y en a un. Non, ben c'est à peu près 7 jours. Il y a des compagnies aériennes, ça peut être de 7 à 10 jours. Fait que ça, c'est vraiment... Puis il y a moyen de vérifier, d'après ça, c'est des dérogations particulières. Il y a des départements médicaux, puis tout ça. Mais normalement, c'est à peu près ça, de 7 à 10 jours. Fait qu'il faut vraiment toujours se renseigner auprès des compagnies aériennes. Moi, je recommande généralement, lorsque possible, d'attendre un 30 jours, au minimum. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des conditions particulières, des fois, qui peuvent se développer dans ces 30 jours-là, ne serait-ce que, les symptômes de fièvre, des choses comme ça il y a des protocoles, en fait, qui sont différents lorsque le bébé a moins de 30 jours de vie, donc moins de 1 mois et demi de vie. Mais avant tout, on a-tu vraiment envie de s'en aller, tu sais? Non, la réponse est faut que quand tellement soit très désagréable pour que tu aies le goût de prendre l'avion, de préparer, de planifier le voyage. Alors que tu viens de donner naissance à un autre humain. Mais non, mais je comprends la question, mais moi, je pensais pas qu'il y avait un délai. Oui, vraiment. Et ce qui est intéressant quand même, puis je le réitère, puis on l'a parlé tout à l'heure, c'est de se poser la question, j'ai-tu vraiment envie de le faire et c'est-tu le moment? Donc, vraiment, à partir, puis il n'y a pas on peut partir quand il y a 2 semaines de vie aussi, mais il y a toutes les papiers qu'il faut faire qui ne se parlent pas non plus instantanément. Exactement. Donc, pensons tout simplement, c'est ça, au passeport, des fois, il faut faire des visas, tout dépendant
la destination et il faut avoir le passeport préalablement. Faut ne serait-ce qu'avoir le certificat de naissance pour être en mesure de soumettre ces papiers-là. Donc, c'est toute la bureaucratie qui est derrière. Faut pas la négliger parce qu'elle est totalement elle est là. On peut pas être incontournable. De nécessaire. C'est drôle que Ouais. tu le fais revivre tellement un drôle de souvenir. Moi, Jacob Olivier est né au Mexique, donc officiellement mexicain. Puis là, moi, je veux qu'il ait sa citoyenneté canadienne parce qu'évidemment, Mais oui. on veut revenir voir la famille, puis pour plein X, Y, Z raisons. Mais moi, je me souviens que notre gros problème, c'était d'aller prendre des photos. Parce qu'il fallait que Jacob Olivier ait les 2 yeux ouverts. Puis le monde son premier voyage, il y avait 3 mois avant d'être revenu. La journée même de ces 3 mois, le 5 août 2010. Puis là, je retournais chez le photographe, puis c'était là, mais il faudrait le réveiller. Puis j'étais là. Mais tu sais, il dit, pas, il est trop petit. Il était tellement, fait que ça a été long d'avoir, le problème, ça a été la photo. La photo a vraiment causé beaucoup de problèmes. Fait qu'on ait eu la photo, ben, faut attendre. C'est sûr qu'on nous passait par, par Passeport Canada, puis de, ouais, c'est ça, avec les trucs d'immigration, etc. Mais oui, effectivement, je me souviens de ces 2-3 fois aller chez photographe, ben, il en est encore. Je vais essayer de retourner demain. Voilà. Ben ça, c'est un bon point. Puis c'est pour ça que dans le livre aussi, j'ai un chapitre sur des trucs et astuces pour prendre des photos réussies pour les bébés. Donc, on rentrera pas dans les détails, mais sachez que ça, c'est documenté, ça existe. Puis de toute manière, sur le site de Passeport Canada aussi, ils ont de toute manière les conditions qu'il faut respecter. Puis oui, c'est pas, tu sais, c'est pas tous les photographes aussi, pas tous les endroits qui acceptent de prendre des photos des bébés aussi. Donc, souvent, je conseille plus d'aller en studio spécialisé lorsque possible. Puis en plus, il y a des garanties sur les photos. Donc, si jamais, parce que ça coûte cher, là, des photos de passeport maintenant. Donc, si jamais elles ne fonctionnent pas, ben au moins, vous allez pouvoir la refaire sans frais. Mais bon, ça, en tout cas, c'est ça qui arrive. Tu sais, j'envoie des questions au préalable, mais finalement, j'en ai toujours des vraies. Fait que là, moi, ma question, c'est que moi, j'ai une vieille voiture, donc je suis une membre du CAA. Donc, souvent, pas qu'il passeport, on passe par le CA parce que s'il y a des privilèges, effectivement, d'être membre. Parce que là, c'est sûr et certain que d'organiser un voyage, je pense, en 2025, c'est moins compliqué que ce l'était avant. Parce que là, tu sais, as des plateformes comme Airbnb, tu peux te renseigner de site Internet. C'est plus, pour quelqu'un qui est moindrement débrouillard, je pense que c'est moins difficile maintenant de te faire un itinéraire qui fait du sens, réserver les hôtels, les voitures, etc. Mais peut-être, est-ce que tu recommanderais encore, tu sais, quand tu pars avec un tout petit bébé puis tu veux pas, tu sais, tu veux quelque chose de low-brainer, quelque chose qui se tient, je veux dire, des agences de voyage, ça existe toujours. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à une femme qui veut... Mon Dieu, oui. Puis tu sais, là, moi, je suis moi, je suis zéro agent de voyage. Hein. Tu sais, je fais pas ça, j'en fais jamais ça dans la vie. Ton 907 millième voyage, t'es rendu l'agence de voyage. Non, mais en fait, c'est drôle parce que des fois, les gens m'écrivent, puis je suis comme, attendez, madame, je pense, allez voir sur sophierez.com, je suis zéro ça et je ne ferai jamais ça de ma vie, là, tu sais. Puis c'est super fin, je veux dire, dans le sens que je le prends je trouve ça gentil, mais une marque de confiance, mais je ne fais pas ça. Mais même si j'ai comme des centaines de milliers de vols à mon actif, des fois, moi, je book avec des agents de voyage, hein. Vraiment, parce que je vois beaucoup la valeur ajoutée. Je veux pas la nommer, mais je vais la nommer Dominique, en fait. C'est quelqu'un que j'ai découvert récemment. J'espère qu'elle est prête, elle. Dominique. OK. Dominique Aubin. En fait, c'est drôle, mais comment je l'ai repéré, c'est que dans la communauté, tu sais, elle m'écrivait, puis tu sais, je trouvais vraiment qu'elle était très allumée. Puis des fois, quand j'ai à réserver ou je cherche justement des idées, ben je passe par elle, parce que exemple, moi, elle est à l'affût complètement, exemple des tout inclus, elle connaît tout, là, elle est à jour. Moi, je suis pas à jour, c'est tout inclus. Par contre, j'ai un chapitre sur les critères pour vraiment sélectionner. Bien choisir ton tout inclus, tu sais, les choses, les questions à poser, ce qu'il faut pas oublier, tout ça. Mais moi, je les connais pas toutes. Mais là, elle m'a découvert, tu sais, j'ai été dans un endroit que j'ai adoré en famille. On est parti 6 jours à Noël. Puis, je l'aurais jamais trouvé. En fait, je me serais peut-être pas rendue là si j'avais pas fait affaire avec son expertise parce que je la trouve vraiment, franchement, super bonne. Puis juste ne serait-ce que le courriel qu'elle t'envoie de confirmation. Tu sais, quand tu as un mommy brain, là, ben elle devient ton deuxième cerveau comme au grand complet. Fait que oui, puis j'ai un chapitre aussi sur l'importance des agents. La seule affaire qui est intéressante, c'est, moi, je trouve que ça dépend du type de voyage aussi. Tu sais, il y a des choses que, tu sais, il y a des destinations, tu sais, des endroits spécifiques que des fois, ça peut te revenir plus cher parce que tout le monde prend une cote, hein, les prestataires locaux, versus que si toi-même, tu bookes des billets, exemple, avec des points, puis parce que des points, ça, c'est comme génial. Mettons, tu bookes avec tes points, puis après ça, sur place, tu vas trouver
justement, une maison en location de vacances que tu vas trouver, tu sais, 2, 3 petits plans, puis là, le déplacement, tu négocies, puis là, tu trouves, tu sais, mais ça demande du temps, puis on n'a pas toujours le temps. Non. C'est que moi, en tout cas, pour répondre à ta question, moi, je crois beaucoup à trouver un ou une bonne, tu sais, vraiment agence Qui te file, là, ouais, c'est ça. qui te ressemble, puis de ne pas aller avec n'importe qui parce que je suis dans des groupes de discussion d'agents de voyage, puis mon Dieu que ça vole pas haut, là, tu sais, quand c'est rendu que toi, t'as pas de formation là-dedans, puis je serais capable de répondre à quasiment à toutes les questions, je veux dire, tu fais que, fait que de trouver la bonne ou le bon, puis qui a des enfants ou du moins qui connaît cette clientèle-là, puis qui collait sur votre style, go. Je trouve ça vraiment super. Donc, Dominique Aubin. J'espère que Non, mais j'ai aucune affiliation, hein. Je vous le dis, c'est juste comme méga. C'est comme t'as quand pas vu son Yavin Ouais. Wajal, c'est vraiment chouette. Ben Puis, oui. moi, j'avais trouvé aussi à l'époque, parce que la première année avec Jacob Olivier, bon, là, 3 mois, écoute, on n'en parle pas, il était dans le porte-bébé quasiment tout le long, puis j'allaitais, fait que ça a été quand même un voyage relativement facile. Après ça, à 6 mois, ça a été un peu plus compliqué parce que Jacob Olivier commençait à manger des aliments solides. Ouais. Je me souviens que, nous, on part de Veracruz, j'ai quand même 3 transferts à faire, c'est quand même une journée de vol. Mais un des voyages, après ça, on est revenu à 12 mois, puis c'est à 18 mois quand on est retourné au Mexique. Ouais. Moi, ça, là, j'ai comme pogné un 2 minutes et j'ai dit, merde, c'est un peu compliqué de voyager quand même. Parce que là, il bouge. Il veut plus laisser mettre en poussette. Là, dans l'aéroport, il veut courir. Fait que ça, moi, j'avais trouvé ça pas en ligne droite. Non, c'est ça. Ouais. Mais j'avais bien aimé 2 affaires que je recommande. Moi, j'avais un trunky à l'époque, là, une valise. Oui. Écoute, j'ai tellement eu de la peine quand on l'a jeté parce qu'il était détruit bord en bord, mais s'asseoir sur sa valise. Puis là, utiliser un peu comme une trottinette. Écoute, moi, ça devait être un truc vraiment le fun. Puis, jugez-moi, je m'en fous complètement. Mais il y a un voyage à, comme un petit sac à dos tortue avec une corde, là, parce que là, je trouvais que ça allait trop vite les passeports. Puis, je voyageais toute seule avec Jacob Olivier à l'époque. Oui, toi, t'étais toute seule. Ça, c'est sûr. Hein, Il y a de la migration, puis la douane, puis là, c'est que je trouve que c'est vraiment mon fils, puis là, en tout cas, fait que moi, ça, c'est 2 affaires que j'avais vraiment aimé à l'époque pour voyager. Est-ce que tu aurais d'autres choses, de trucs matériels qui sont vraiment indispensables pour voyager? Mettons, c'est à 12-5 ans qui sont quand même la clientèle. Oui, ben il y en a vraiment, il y en a plein de, tu sais, puis le livre il regorge de listes, là, tu sais, mais souvent, tu sais, une des premières questions, puis une des premières choses que les gens, tu sais, c'est vraiment 2 choses qui, à mon sens, sont un peu incontournables, quoi qu'on peut très bien voyager sans aussi, mais une bonne poussette pour voyager, tu sais, souvent on va vouloir prendre la grosse poussette qu'on a à la maison pour garder le confort, mais essayer de plier ça pour rentrer dans un taxi ou juste, ne serait-ce que les voitures en Europe sont très petites, même les voitures de location. Le scan de la sécurité. Oui. Moi, je me souviens à la mais c'est ça. Donc, et de plus en plus, il y a des poussettes compactes évoluées qui sont si petites qu'une fois repliées, ils font office de bagages en cabine parce qu'ils sont très petits. Donc, on peut les rentrer dans l'avion, même dans le compartiment supérieur. Donc, ça, c'est fun. Oui, parce qu'une fois plié, dans le fond, comme une des premières qui ont été lancées, c'est la Yo-Yo de Baby Zen. C'est comme celle qui est la plus connue. Mais il y a plein d'autres marques, en fait, sur ces poussettes compactes évoluées. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de bien mesurer une fois fermé que ça corresponde à nos bagages en cabine, dans le fond, du standard de la compagnie aérienne. Parce que souvent, les entreprises vont dire, on peut l'emmener en cabine, mais c'est par les normes IATA, mais les compagnies aériennes, des fois, peuvent être encore plus restrictives que les normes IATA. Mais généralement, exemple, nous, on a fait le tour du monde avec notre yo-yo puis la Mountain Boogie Nano qu'on a eu un moment donné un peu plus tard, qu'on amenait en cabine avec nous. Fait que d'investir dans une belle poussette de voyage, puis justement, la mode des grosses poussettes là, ultra lourdes, là, elle est résolue parce qu'à l'époque, dans le fond, c'était vraiment aussi, tu sais, toute la monarchie britannique qui a vraiment, c'est la gros carrosse. Puis là, tranquillement, nous, on est encore dans la génération où est-ce qu'on a vécu la grosse bougabou, là, où est-ce que ne pas avoir ça, en fait, ton statut social, oui, exactement, tu savais plus quoi faire avec ça tellement que c'était gros. Mais là, ça a beaucoup évolué, puis là, c'est rendu vraiment très à la mode. C'est pour ça que les entreprises se mettent là-dedans. Puis l'autre chose, en fait, c'est un bon porte-bébé. Donc, ceux qui vraiment, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le portage, mais ceux qui aiment le portage, sérieusement, investir dans des bons porte-bébés. Donc, que ça soit, tu sais, un préformé ou peu importe ce que nous, on est à l'aise. Mais je trouve que c'est 2 must extraordinaires en voyage. Puis tantôt, tu parlais de
d'alimentation. Tu as dit que ton fils, en fait, a fait l'introduction des aliments en voyage, en fait, en mouvement, là, et d'être super bien équipé. Puis ça, on parle là, de la bouteille d'eau réutilisable jusqu'à nos ustensiles en bambou, en whatever ce que vous voudrez, mais être totalement autonome. Donc, avoir son kit complet de façon autonome, ces petits pots qu'on va laver à destination et tout ça, c'est vraiment un gros must. Puis, tout dépendant de la destination, puis là, c'est vraiment champ gauche, là. Mais d'abord aussi l'essentiel pour faire son lavage en voyage, d'être en mesure de tout laver, ces trucs. Puis en tout cas, bref, il y a toutes sortes de... Écoute, j'ai 400 pages de contenu, là. Fait que je pourrais passer la journée à te lister les affaires. Mais... Mais quand même, la poussette puis le porte-bébé, effectivement, je pense que, ne serait-ce que, pour le déplacement en voyage, mais pour les journées de déplacement, je pense que c'est effectivement un must. Puis moi, je fais tout le temps la blague que, il y a peut-être des villes aussi, les villes qui ont pas d'asphalte, mais que c'est vraiment comme des tuines, les poussettes, c'est, des fois, visiter un vieux château avec une poussette, des fois, c'est pas top non plus. Fait qu'effectivement, je pense que d'avoir les deux. D'avoir les deux, tout à fait. Tu sais, comme à Venise, moi je l'ai fait justement, on en parlait tantôt avec la poussette. Mais il y a des petits ponts tout le temps, fait que c'est toujours de soulever. C'est comme tu vas toujours. Je me souviendrai. Pour moi, Venise, j'avais des crampes dans les bras à force de soulever la poussette dans ma plan. Mais ça reste. Tu sais, des fois, je vois des questions dans le groupe de discussion. Exemple, est-ce que je peux amener ma poussette à Lisbonne? Juste pour vous dire, il y a des parents à Lisbonne là, ils utilisent les Portugais là, utilisent la poussette tout autant que les Québécois. Fait que oui, je veux dire, tout à fait. Fait que oui, avec les pavés. Ça fait un petit peu plus. Mais allez vous pratiquer dans le Vieux-Montréal si jamais vous êtes insécure. On commence par un week-end à Montréal, puis après ça, on prend l'avion, puis on s'en va à Lisbonne. Comme ça, notre poussette est réchauffée pour exact. C'est vraiment exact. Là, si on parle de sommeil, là, le dodo dans l'avion, mettons. Oui, le dodo dans l'avion, tu sais, ça aussi, c'est des choses qui ont vraiment beaucoup évolué. Tu sais, tous les dispositifs de confort, ça, là, c'est vraiment la grosse affaire. Un petit peu moins, mais je dirais qu'au cours des 5 dernières années, ça a été le gros, tu sais, la grosse évolution. Donc, c'est quoi un dispositif de confort? Le nom le dit, c'est pour augmenter le confort, dans le fond, de l'enfant. Puis, il y a 2 types, en fait, il y a 3 types de dispositifs de confort, dans le fond. Il y a soit ceux que tu peux amener dans l'avion, en fait, et qui font office de valise, mais une fois ouverte, ça se transforme en genre de mini-lit. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça comble l'espace entre la fin du siège et le siège devant toi. Oui. Donc, ce qui fait que les jambes de l'enfant sont allongées. Donc, voilà. Et ça, ça remplace ta valise, dans le fond, parce que tu peux ranger un minimum de trucs à l'intérieur. Souvent, ça coûte très cher. Pas souvent, ça coûte cher, ces dispositifs-là. C'est pour ça que j'encourage beaucoup la location ou l'usager, parce que maintenant, il y en a beaucoup en circulation. Oui. C'est pas nécessairement aussi un must, hein, mais exemple, si on s'en va dans un tout inclus, on la range toute la semaine, on la voit plus. Mais si on s'en va faire une tournée en Europe, ça va nous fatiguer de devoir carrer ça toute la semaine. Un vol de 3 heures, peut-être pas, mais c'est un Exactement. Un vol Montréal, La Havane, ça vaut peut-être pas nécessairement la peine. Donc, ça, il y a aussi l'autre type qui est les gonflables. Donc, c'est un peu le même principe, mais donc, l'avantage, c'est que c'est très léger. On le gonfle, ça prend pas beaucoup de place dans notre valise. Le désavantage, c'est qu'en fait, c'est pas une valise, fait qu'enfant ne peut pas s'asseoir aussi dessus. Tu sais, tantôt, tu parlais de la Trotsky, là, qui est comme vraiment génial. Ben oui, fait que l'enfant peut pas s'asseoir dessus, mais ça répond aux besoins. Puis dans les 2 cas, il y a des astuces. Hein. Tu sais, l'astuce, ça peut être aussi de prendre sa valise à roulettes, la mettre là, puis mettre un petit oreiller, puis ça répond aux besoins de combler l'espace aussi, hein. Tu sais, puis à $0. Puis sinon, le 3e type, parce qu'on a parlé des trucs qui se transforment, on a parlé aussi des gonflables, et le 3e, c'est des hamacs en fait. Ça, c'est super important que les parents sachent qu'en théorie, c'est interdit dans l'avion. Et malheureusement, pas malheureusement, mais c'est commercialisé, on peut les trouver partout. Mais ce que c'est souvent, c'est comme le nom le dit, c'est des hamacs, en fait, qu'on accroche sur le siège devant nous. Puis on l'accroche en fait à des parois de l'appareil. Et normalement, on ne peut pas rien accrocher sur des parois de l'appareil. Fait que les gens l'achètent. Il y en a beaucoup qui réussissent sans aucun problème à l'utiliser. Mais il faut quand même être conscient en tant que consommateur que lorsqu'on achète ce type de produit-là, normalement, on ne pourrait potentiellement pas l'utiliser. Ça dépend de l'argent de bord.
Ben oui, parce que ça dépend. Maintenant, il y a de plus en plus d'agents de bord qui sont peut-être des fois un peu moins formés ou informés. Donc, il y en a Une qui... maman agent de bord qui se dit, Oui, on va on va faire semblant. c'est dans son hamac. Faut que les Oui, parois de l'avion, on va le laisser c'est ça. parler. Fait que, oui, puis il y a aussi ben c'est aussi désagréable aussi pour la personne qui est devant, hein, parce que tu sais si l'enfant bouge aussi, tu sais, fait qu'il y a aussi cette espèce de respect d'autrui. Ouais. Mais cela dit, il y a quand même, je veux dire, il y en a plein de produits comme ça. Mais sinon, tu sais, moi une astuce que je donne souvent, c'est d'apporter juste un oreiller de la maison. Il y en a qui vont même prendre des coussins gonflables d'allaitement. Il y a même des coussins gonflables. Donc, et même lorsqu'on voyage à deux, donc deux parents, puis avec un bébé très jeune qui est assis sur nos genoux, on peut même soulever, dans le fond, la coudoir et placer l'oreiller. Puis ça fait que c'est un petit lit sur nous aussi. Donc, il y a plein d'astuces comme ça pour le dodo. Puis pour les enfants qui sont très petits, on peut aussi faire la demande, en fait, les bébés, on peut faire la demande d'avoir accès au berceau dans l'avion. Ça, c'est vraiment le petit couffin qui s'accroche dans les parois mitoyennes. Puis ça, c'est un autre mythe qu'il faut démystifier. On peut pas, tu sais, souvent, je vois des parents qui disent ah, j'ai réservé le berceau, mais vous réservez pas le berceau, vous réservez le siège qui est devant le berceau, qui est sous réserve de disponibilité parce qu'il peut être brisé, ça se peut que l'agent de bord n'a pas le temps de vous l'installer. Ben, potentiellement, vous avez accès à ça. Donc, c'est la petite nuance à avoir. OK, tu es en train de me dire que je pourrais réserver les premiers sièges Oui, fait exprès, mais que c'est possible que le berceau soit pas disponible. ben oui, Fait que ça se toi, tu peut l'as pas parce que eu? dans le fond, ben oui, puis c'est juste qu'on pourrait un client ne pourrait pas porter plainte en disant Ouais, ouais. ah j'ai demandé le berceau puis je l'ai pas eu parce que physiquement il y a eu le siège. Lui c'est pas le berceau qui réserve, c'est le siège qui Ouais, c'est donne ça. accès au berceau, mais il en fait la demande puis il y a différents critères aussi pour que le bébé y ait accès parce que ça se peut qu'on ait fait la demande puis finalement notre bébé dans le fond ne peut pas y avoir accès. Par exemple, en théorie, l'enfant ne doit pas pouvoir s'asseoir seul. Il doit respecter aussi un poids et une longueur. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment... Et le berceau ne peut pas être utilisé lors de différentes phases critiques, c'est-à-dire pas au décollage, pas à l'atterrissage et pas dans les moments de turbulence. Et il est souvent installé lorsque les agents ont le temps. Et c'est souvent la première chose qu'ils désinstallent dans la préparation à l'atterrissage. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que ça coûte cher, en fait, réserver ces sièges-là. Et il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai les moyens de le faire? Puis c'est souvent par segment. Fait qu'exemple, si on a une escale, donc pour te rendre, mettons, tu fais Montréal, Vancouver, Vancouver, Tokyo. Donc, on va payer Montréal-Vancouver, puis après ça, on va repayer Tokyo pour les sécuriser. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Dans cet exemple-là, peut-être que oui, parce que c'est un long courrier. Mais faire Montréal, pour reprendre l'exemple, La Havane, ben peut-être que dans ce vol-là, ça vaut pas la peine. Puis c'est pas tous les appareils non plus qui l'ont, hein, aussi, donc qui en ont. Fait que c'est toujours bon d'appeler puis juste d'avoir une conversation ouverte avec l'agent qui va Mais je vous suis informer. à t'écouter parler si on est vraiment des parents de voyageurs puis qu'on veut vraiment. Tu sais, parce que moi, je prends ton dispositif là, qu'il y a installé, qu'il soit gonflable ou pas. Il me semble que moi, Oui. je vois une durée de vie quand même assez intéressante que l'investissement en vale la peine. Là. C'est même si ça Ben, coûte c'est deux choses. cher, là. C'est deux cibles différents parce que pour qu'on puisse utiliser des dispositifs de confort, l'enfant doit avoir son propre siège. Ah, c'est vrai. Donc, Ok. Ah, t'es hos. sauf, J'ai essayé de te pogner en défaut. Je suis pas capable. t'arriveras Trop, pas. Sauf l'autre chose, il y a des hamacs. Les hamacs, il y a certains modèles, en fait, qui sont, donc, on les attache, exemple, sur la taille du parent et sur le siège devant nous. Donc, ça, théoriquement, c'est pour les bébés, mais encore là, je réitère les deux facteurs, le facteur sécurité puis le facteur aussi réglementation, qui n'est pas nécessairement la chose la plus recommandable. Et là, ça n'a pas rapport, oui, je te pose la question. Mettons ce fameux dispositif gonflable-là, là, moi, si je voulais Oui, l'utiliser pour moi, m'asseoir en indien, il n'y a rien qui t'en empêche. pas Je vais de juste poids, dire, ma foi, Marie-Pierre, tu es confortable. Mais avez-vous perdu votre enfant, madame? Non, non, je l'ai acheté non, pour moi. ben c'est juste que pour un adulte, ça sera pas tant confortable parce que Ouais, à quel point tu peux rester en indien pendant 5 ben ans? Ouais, non, exactement. Honnêtement, ça je vous le recommande pas vraiment. Puis il y a aussi certaines compagnies aériennes qui mettent des restrictions sur l'utilisation. Par exemple, on va devoir utiliser ces types d'engins-là qui soient gonflables ou fixes, proches de l'hublot et pas nécessairement ça peut pas être la personne qui est proche de l'allée. Donc c'est vraiment important de se renseigner. Chaque compagnie aérienne maintenant a, pour la plupart, sur leur site web
des petits trucs là comme ça de plus là. Ouais. Des informations. Continue avec le sommeil, ma chère Sophie, là, on va en venir à parler du jet lag, parce que c'est la question du décalage que moi je reçois le plus. Fait qu'on va avoir de la vraie information sortie de ma bouche, de la référence des parents voyageurs. Mais environnement, sommeil, mettons, arriver à destination. Toi, ce serait quoi tes recommandations, encore une fois, pour le 0,5 ans? Ben ça là-dessus, je pense que tu serais la meilleure personne pour en parler. Là, j'espère que je vais respecter ta vision de la chose, mais T'es pas obligé. T'es full pas obligé. ben, moi, je vais te dire, ce que j'invite les parents à faire, en fait, c'est pas de recréer une routine, mais c'est plus d'implanter des rituels, OK? Parce que la routine, en fait, ça a beaucoup, bien sûr, à sécuriser le parent et tout ça, mais en voyage, là, c'est la routine en tant que telle, là, donc vraiment, là, regarder l'heure, y aller à telle affaire, nanana, c'est pas réaliste. Fait que, dans le fond, c'est vraiment, tu sais, moi, le mot d'ordre, c'est l'adaptabilité, puis les enfants et les bébés sont beaucoup plus résilients qu'on le pense. Souvent, c'est les barrières que nous mettons pour nous faciliter la vie en tant que parents, plus que réellement leurs besoins. Et je ne suis pas du tout spécialiste en puriculture. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon expérience de maman et de maman voyageuse qui parle et surtout une observation, je l'appellerais, de société. J'aime beaucoup observer ma société. C'est quelque chose qui me passionne. Peut-être à la retraite, je ferai un bac en entrepôt, mais je suis pas rendue là. Cela dit, donc vraiment d'aller chercher des choses de référence. Fait que exemple, tu sais, donc d'amener, tu sais, son livre préféré, amener son toutou préféré. Puis ça là-dessus, oui, les odeurs, puis ça là-dessus, j'adore que tu dises ça parce que c'est une des choses que je recommande dans le livre lorsque justement on loue des bassinettes ou des choses comme ça. Des fois, ben tu sais, on sait pas que c'est lavé comment ou whatever quoi. Donc, j'invite toujours les gens à même apporter leur thé, pas leur thé d'oreiller, mais leur droit conto. Oui. Ouais. Puis tu sais, une petite astuce pour peut-être les mamans ou les papas, les mamans enceintes ou les futurs papas, mais c'est aussi de se dire, ben est-ce que je vais habituer mon enfant à avoir ce toutou préféré là qui est super gros? Peut-être qu'on peut l'habituer tout de suite dès le départ, ok, à être vraiment à aimer beaucoup un toutou qu'on va trouver plus compact. Je vous dis ça comme ça, mais je trouve que c'est comme une bébé astuce aussi, en tout cas du moins c'est ce que j'ai fait de mon côté là pour parce que je savais que je voulais voyager avec mes enfants, fait que je me suis toujours arrangée pour que les doudous soient en multiples exemplaires parce qu'on peut les oublier partout, mais aussi les plus compacts possibles. Donc j'invite les gens à créer des rituels plus que d'autres choses. Ouais. Mais c'est drôle parce que je vous jure qu'on s'est pas parlé avant, Sophie. Non. Mais en même temps, je collabore avec des gens qui souvent s'en vont dans la même direction, laissant les gens qui ont des discours similaires se mettre ensemble. Puis nous les vieilles de l'époque, des téléphones filaires, on se fait ensemble. T'sais. Mais c'est ce que tu dis, ça fait partie de la philosophie, ben de même à la maison. En fait, moi, quand je parle de routine de sommeil, c'est pas tant des heures, c'est un offre d'activité qui devient un marqueur de temps pour ton enfant. Puis une des choses que je dis souvent, c'est que le bain, je ne rentre même pas dans la routine de dodo parce que si tu es en vol, je sais pas trop, dans un aéroport, donner le bain devient bien compliqué. Puis là, tu dis, mais mon Dieu, il prendra pas son bain, c'est pas la même routine, ça devient stressant pour toi, ça stresse l'enfant. Le sommeil, pouf, tu sais, le stress, c'est quand même les rois du sommeil. Fait que je trouve qu'on se rejoint beaucoup là-dedans. Puis effectivement, les odeurs, hein, c'est la mémoire la plus importante du corps. Ouais. On fait comme, oh, ça sent ma grand-mère. Oh, ça sent quelque chose. Il y a toujours, les odeurs ont quelque chose de très rassurant. Fait que de traîner les doudous, les toutous, les draps contours, effectivement. Puis moi, je pousserais plus loin ma recommandation. Si on veut dire de louer, mettons, une maison avec des bassinettes, c'est quand même important de comprendre que on n'a pas toutes les mêmes recommandations au niveau de la sécurité. Fait que, tu sais, si jamais on arrivait là, puis que la bassinette, juste à un coup d'œil, on comprend pas qu'il y a un enfant qui est déjà dormi là-dedans, mais tu sais, de favoriser le cours de dos de façon sécuritaire. Parce qu'il y a bien des parents qui vont s'empêcher de le faire parce que là, au retour à la maison, on va être pogné de cette habitude-là. C'est une habitude en voyage. Tu sais, moi, des fois, je bois des daiquiris à 10 heures le matin, parce que je suis en voyage. Je fais un choix à la maison. Non, mais c'est ça. Il y a des choses qui se passent en voyage. Oui. Il y a des choses qui se passent en voyage qui on fait pas dans notre day-to-day. Fait que c'est faux de penser que parce qu'on a commencé, par exemple, à faire du cours de dos, parce que ça facilitait le déplacement, parce que ça nous empêchait aussi de traîner le fameux parc portatif, que là, après ça, on va être pogné pour le cours de dos l'éternité. Fait que ça, je trouve que c'est des choses, des fois, on s'empêche de faire en tant que parent, puis qui facilitent donc bien la vie parce que ton enfant se sent rassuré, tout le monde dort bien. Quand on parle d'un décalage horaire, en plus, ben, c'est important qu'on se lève, puis qu'on ait le goût d'aller voyager, qu'on passe pas nos journées à se dire, mon Dieu, on dort bien fatigué, quelle nuit horrible on vient de passer. Fait que ça, je pense que des fois, de
de se donner la possibilité de faire du cours de dos avec nos enfants, c'est une habitude qui peut être excellente, effectivement. Ben, moi, En je l'ai voyage. fait beaucoup. À 100%, tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une raison, beaucoup de facilité. Ça a été vraiment mon extraordinaire. Puis j'aime ça que tu dises, tu sais, les habitudes, on les ramène pas nécessairement, mais ça peut être aussi une opportunité de créer des nouvelles habitudes. Moi, exemple, mon fils, il a laissé sa suce dans l'avion, tu sais, parce que est parti, puis on a fait semblant que la suce est tombée dans l'hublot, puis on lui a dit bye-bye dans l'hublot. Tu sais, il y a aussi, ça peut être aussi une belle opportunité. Ouais, c'est cute, ça fait comme, peut-être un jour, j'inventerai un livre pour enfants. Mais, Mais ça, c'est le hublot. là-dessus, c'est le oublié, mais oui, à 100%. Fait, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Mais tu sais, pour un parent qui veut s'en aller au chalet, qui veut s'en aller, ne serait-ce qu'ailleurs, puis de se dire, OK, ben moi, là, je vais être 100% certain que mon enfant va dormir dans quelque chose de décent, de sécurisé, puis qu'il n'a pas envie de faire un cododo. Parallèlement, il y a quand même aussi ben des objets de voyage qui sont faits pour sécuriser du cododo, là, aussi, là, tu sais, ne serait-ce que des séparateurs gonflables. Il y a toutes sortes de choses maintenant, de gadgets qui sont là, mais il y a des lits maintenant extraordinairement légers qu'on peut même rentrer dans le fond d'un bagage. Je pense juste au Traveler de Phil and Ted, là, c'est un 4 en 1, puis encore là, j'ai pas d'association avec cette entreprise-là, mais je trouve qu'elle est vraiment, c'est un lit qui est bien fait, qui est ultra léger. On est très, très loin des gros parcs Graco qu'on voyait dans les années 2000, là. C'est vraiment beaucoup, ça a beaucoup évolué. Il y a même des berceaux de voyage qui évoluent aussi. En tout cas, il y a toutes sortes de choses pour vraiment faciliter, puis du moins garder un certain contrôle. Il y a des tentes UV aussi qu'on pense pas, mais qu'on peut amener pour le dodo à la plage, mais qu'on peut rentrer aussi. C'est sûr qu'il y a les manufacturiers sur certains modèles vont recommander à partir de 6 mois pour les risques d'étouffement. Fait que je vous laisse quand même en juger par vous-même selon les modèles, là, de vraiment regarder les recommandations des manufacturiers. Mais c'est vraiment des choses aussi qu'on oublie, mais ça peut être vraiment assez suffisant. C'est parce que ça doit être dans ma nature. Moi, j'aime bien dire que je suis pas d'un naturel cheap, en ce sens que j'ai plein d'affaires qui coûtent une fortune, puis que je me garde, puis que mon fils, avec ses Jordan 9. C'est juste que là, moi, je me dis tout le temps, à un moment donné, il faut que ça arrête. Ben, c'est Dépense ça. là. Tu sais, de se dire, là, je vais prendre un petit lit, tu sais, il y a grand chose en bas de 300-400 piastres, souvent. C'est très cher. Fait que là, tu rajoutes la tente UV, plus la poussette compacte, plus le petit lit 4 en 1. Et ça finit plus de finir. Plus Ben, on il y a regarde des solutions. Ouais, ben tu sais, ben justement, il y a Famille on the Go. Par exemple, il y a plein de maintenant, ben pas plein. Il y en a pas beaucoup au Québec, mais ailleurs dans le monde, il y a aussi la possibilité de louer son équipement autant sur place, puis que justement au Québec, il y a Famille on the Go là, qui est un site super convivial où on peut aller louer sa poussette, louer ses accessoires de voyage et tout ça. Puis c'est une entrepreneur québécoise, montréalaise qui est, ben pas montréalaise, mais en tout cas dans la région qui est génial, puis oui, tout se fait, puis c'est pour ça que j'ai créé aussi le Bazar pratique. C'est un autre groupe Facebook aussi parce que je crois beaucoup à cette réutilisation-là, et j'invite aussi les parents à se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que on se rend compte qu'on a besoin de toutes ces bébelles-là parce qu'on est dans un environnement fixe, dans un salon en banlieue, puis qu'on bouge pas. Mais lorsqu'on est en voyage, on est en mouvement, les enfants sont stimulés, et on n'a pas besoin de tout le temps. C'est ça aussi qui est important à savoir, là. Family on the go. Famille on the go. Excuse-moi, Famille. j'aurais dû penser que c'était français, parce que moi, j'étais Non. déjà passée en voyage, et non, ça doit être en Non. anglaise, mais OK. Puis c'est super drôle parce que ceux qui veulent me suivre, là, en fait, on a pris l'avion sans savoir ensemble au début du mois pour aller en Colombie. Fait que les deux, ouais, fait que c'était cliché. T'avais bébé jetlag puis famille on the go, les deux genre dans le même avion qui s'en allaient. Fait qu'en tout cas, ouais, c'est vraiment très drôle. La preuve que le Québec et Montréal, c'est quand même relativement situé, mais ça, c'est vraiment un drôle d'adon. Ouais. Puis là, on en vient, bien entendu, au fameux décalage horaire. Oui. Oui, ça fait peur parce que, tu sais, quand on parle d'une heure, c'est quand même pas si pire. On vit ça 2 fois par année avec le changement d'heure. Ouais. Ça, c'est un autre sujet de balado aussi. Quand tu vas être rendu première ministre, on va s'en reparler du fameux changement d'heure. Écoute, te faire un parallèle très, très court. Ouais. C'est pas ma position, hein, c'est Ah non, mais là, ma position, ouais. Non, mais c'est pas juste nous, humains, qui ont des effets collatéraux de ce changement-là, c'est tous les spécialistes du sommeil, la Société canadienne du sommeil, sont dans le commun accord que c'est archaïque, que ça devrait plus exister, puis qu'en 2025, ça a beaucoup plus d'impact négatif que d'impact positif. Fait que bref, canadien horaire. Mettons qu'on se fait ça bien beau, là, qu'on s'en va dans les œufs, là. Oui. Ça parle de décalage.
Bon, ben, premièrement, là, ceux qui ont des bébés, là, en bas de 12 mois, là, rassurez-vous, là, les symptômes du décalage horaire sont moins marqués. Pourquoi? Parce que de toute manière, ils sont déjà sur 8000 fuseaux horaires. Moi, je trouve que, personnellement, la pire, entre guillemets, erreur, c'est d'utiliser le mot comment gérer le décalage horaire. Parce que, en fait, moi, je pense qu'on ne gère pas le décalage horaire, on l'accueille, on le vit. Et, préalablement, il y a même des applications mobiles pour conditionner ton enfant à aller s'adapter à un nouveau fuseau horaire. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent en audio, là, mais je mets des guillemets. Elle a mis Mais- 1600 paires de guillemets. OK. J'ai mis 500 paires de guillemets. Fait que ceux qui nous écoutent juste en audio, là, sachez que je ne promouvois pas ces applications, mais sachez qu'elles existent. Et en fait, une chose qui est hyper importante, c'est vraiment, je pense, c'est le sommeil avant de partir. Donc, quelqu'un qui arrive de toute manière en forme ou versus arriver brûlé à l'aéroport, que ce soit un adulte ou un enfant, ben clairement qu'on est mieux d'arriver en forme que brûlé. Et certains parents vont jusqu'à tenter de conditionner, adapter les repas au nouveau décalage, nanana, et c'est plutôt, à mon sens, compliqué et peut-être même nuisible, qui sait, que de laisser les choses aller. Et il y a aussi une notion, en fait, que sur place, et ça peut vous rassurer, par exemple, je reprends souvent l'exemple du Portugal parce que moi, mes deux parents, justement, sont portugais, puis mon chalet est là-bas, bon, il y en a que, pour moi, Pourquoi c'est ça. choisir le nord de Montréal quand tu peux avoir un chalet au Portugal? Non, En fait, que j'ai achevé là-bas, là, et tout. ben, je m'en vais dans la famille, la famille m'accueille. Fait que c'est vraiment ça. Et on se rend compte que le 5 heures de décalage, en fait, permet justement de s'adapter facilement au rythme européen Oui, de parce que repas. c'est tellement tard. Ben oui. Oui! Fait que, puis vraiment, donc, le décalage horaire, c'est sûr qu'on arrive brûlé parce que les vols arrivent tôt le matin, mais rapidement, on prend ce beat-là aussi et c'est bien correct que notre enfant, au lieu de se coucher à, je sais pas, à 7h30, 8h, peu importe à l'heure qu'il se couche à Montréal, ben, coudonc, il se couche à 23h, 23h30 là-bas, mais c'est juste que, au lieu qu'il se réveille à 5h du matin, il va se réveiller à 9h. C'est juste qu'il est, il est juste shifté. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas, il n'y a pas 36 000 solutions pour il y a l'acupuncture qui fonctionne quand même très bien, autant chez les enfants que les enfants, rassurez-vous, c'est pas des aiguilles là, c'est comme des petits colambés là, juste exactement. Il y en a qui ont peur de ça, mais l'acupuncture, moi exemple, je m'amène mes enfants quand on s'en va, puis avec un gros décalage horaire en prévision, une ou deux journées avant, j'utilise ça. Il y a aussi tout ce qui est homéopathie, naturopathie. Il y a des solutions qui existent. Les Australiens sont très fans. Là, ils sont plus difficiles à trouver, mais avant, on les trouvait quand même beaucoup dans les Jean Coutu, dans les Uniprix, moins dans les Pharmaprix. Mais ça s'appelle No Jet Lag. C'est ouais, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Non, j'ai jamais essayé, mais j'ai déjà vu ça. Ben ça, personnellement, j'ai utilisé souvent. C'est pas conseillé pour les enfants en bas de 4 ans ni pour les femmes enceintes, mais ça reste que il y a des solutions comme ça qui existent. Puis c'est néo-zélandais parce que veux pas quand tu sors de ton île, clairement que tu as toujours du décalage. Donc j'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'est penché là-dessus là-bas. Mais il y a pas de solution miracle. C'est vraiment d'accueillir ça et de se donner des conditions gagnantes. Donc exemple, lorsqu'on arrive à destination, des fois, si on arrive en Europe, ben la chambre, elle est seulement prête à 4 heures. Peut-être qu'on va décider, si on a des moyens, de louer la chambre la nuit précédente pour y avoir accès dès notre arrivée. Ça se peut aussi qu'on décide de prendre justement louer un logement et pas être dans une chambre d'hôtel pour avoir 2 chambres à l'arrivée. Oui. Surtout quand on a une famille, donc avec plus d'un enfant. Donc, si un enfant est réveillé, on n'est pas obligé d'être embarré dans les toilettes pour pas réveiller l'autre parent ou l'autre enfant qui dort. Donc, de se relayer. Tu sais, dans l'avion, de déterminer un parent qui est dormeur puis un parent porteur. Le parent dormeur va passer pour un salaud. C'est sûr. Oui. Mais c'est sûr. Mais interne, c'était un deal qui a été pris au préalable. Interne, c'est un deal. Donc, exactement. Donc, le parent porteur, dans le fond, va s'occuper plus d'un enfant, puis le parent dormeur va essayer de récupérer pour que, à destination, ce parent-là prenne le relais aussi. Tu sais, d'essayer de trouver un endroit, si jamais on est dans un hôtel, où il y a un lobby, où est-ce qu'il y a possibilité, à la limite, de descendre et de ne pas rester enfermé dans les toilettes. Donc, il t'a pas utilisé fait vécu. J'étais à Hanoï dans une crise de décalage horaire qui a duré comme
4 jours, OK? Parce que ça arrive des fois, là, tu sais, puis si je peux rassurer les parents, c'est pas parce que ça arrive une fois que ça va arriver tout le temps, là. Ah, c'est ça. Tu sais, là, c'est peut-être des conditions où est-ce que on est arrivé là épuisés, n'importe quoi, et on a pris une guest house où est-ce que, justement, toutes les conditions pas gagnantes, pas de lobby, une seule pièce, pas d'endroit, et c'est justement pour ça que je promenais mon enfant à 3 heures du matin pour revenir à ta question initiale, et aussi des murs en carton. Donc, tout, tu sais, fait que, bon, on apprend de nos erreurs et c'est pour ça que ça fait un livre aussi bon, plein de faits vécus. Bien. Mais ouais, fait que voilà pour le décalage horaire. Mais, puis là, écoute, moi, je m'attendais à ce que t'en parles parce qu'il me semble que c'est toi qui m'avais donné ce truc-là. Là, je te Yes. Ben, J'ai peut-être oublié. bon, premièrement, qu'il y a des enfants qui vont aussi mieux dormir dans d'autres fuseaux horaires. Ah, ben oui, mais 100%, ben ma fille, c'est Bon. ça. Ben écoute, je suis contente que t'en parles parce que, premièrement, j'ose pas trop en parler parce que je veux pas qu'on dise, ah oui, parce que, tu sais, elle, sa fille, ça va bien, c'est parfait. Mais moi, ma fille, là, elle n'est pas faite pour être sur le fuseau horaire québécois. Jamais. Quand elle était petite, OK, donc de 0 à 18 mois, parce qu'elle a eu des troubles de sommeil, dans le fond, troubles de sommeil, encore là, c'est un drôle de mot, là, c'est juste elle n'a pas fait des nuits complètes jusqu'à 18 mois. Et c'est drôle, mais chaque fois qu'on est en Europe, c'est là qu'elle dort comme un bébé. Tout le temps. Elle est faite pour être sur ce fuseau horaire-là. Et présentement, Clara, l'année passée, elle avait 11 ans. Et encore là, tu sais, je dis pas qu'elle fait pas ses nuits à 11 ans, c'est pas vrai. Mais je vois qu'elle se réveille le matin, elle est tellement sur ce fuseau horaire-là dans la vie. Moi, je me dis, ça doit être sa génétique européenne à 50%. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que souvent, quand on arrive en vacances, les parents sont tellement beaucoup plus babacool. Puis il y a comme un peu ce vent de lâcher prise qui fait du bien à tout le monde. Tu sais, fait que, tu sais, Clara, pas d'école, Clara, tu sais, pas d'obligation, pas de lunch, pas de cours de rien. Tu sais, ça aussi, ça, c'est sûr et certain que ça peut avoir un impact positif sur le sommeil. Mais Donc, je le vois pas. Mais je le vois pas dans l'Ouest, je le vois pas dans le Sud. C'est un comportement, ouais. Ou ben, dans le Sud, il n'y a pas nécessairement beaucoup de décalage horaire. Non, mais Quand même, il faut avoir 3 ans. Non, même pas. Ni en Asie. Très, très, très fière de ses origines portugaises, elle appelle Clara. Puis il y avait d'autres choses aussi que je donne quand même souvent comme conseil, puis encore là, il me semble que ça vient de toi, parce que j'ai pas parlé de décalage horaire avec ben du monde dans ma vie, c'est de s'assurer qu'en période de jour, on voit le plus le soleil possible pour aider l'horloge circadienne à s'imprégner de justement le rythme jour-nuit, puis faciliter le rebalancement de la mélatonine. Ben, une chance que c'est là, mais une chance que t'es là, mais oui. Une chance que tu l'as lu, mais non, en fait, le titre de cette section-là, ça s'appelle Saluer le soleil. Okay. Puis c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour s'aider à s'auto-régulariser. Oui, la lumière. Parce que, dans le fond, ben oui. Fait que quand on arrive, en fait, d'aller s'imprégner, dans le fond, le plus possible de la lumière. Fait que c'est la journée qu'on arrive, c'est la journée qu'on s'en va dans les parcs. C'est pas la journée qu'on va s'enfermer dans un musée. Donc, choisir son activité, tant mieux, s'écraser dans un parc est beaucoup plus dans le respect, dans le fond, de ce qu'on a, de notre rythme. Donc, oui, saluer le soleil, c'est vraiment, et de choisir ses activités en conséquence, c'est super. Puis si on est fatigué, là, et si on a faim, on dort et on mange. Parce que des fois, j'ai déjà vu des parents essayer de restreindre l'alimentation, ne serait-ce de l'enfant, parce que c'était pas l'heure de manger. Mais donnez-vous du temps, dans le fond, pour que l'enfant s'adapte et il va finir par s'adapter comme nous, en tant qu'adultes, on finit aussi par s'adapter. Mais ouais, super bon. Ouais. Faut croire que c'est ça, j'avais pas relu les notes. C'est vraiment ça que je répète le plus souvent possible quand on me pose la question. 100%, oui, 100%. Puis même en tant qu'adulte, je le fais aussi, là. Tu sais, je planifie mes propres activités comme ça quand j'arrive, quand je voyage seule. Puis là, puis j'aime bien ton idée de, je vais juste revenir, tu sais, le fait que l'enfant se couche plus tard, s'il se lève plus tard, ça reste le même nombre d'heures de sommeil, il y a aucun problème avec ça, tu sais, fait que d'avoir cette flexibilité-là, particulièrement quand nos amis européens se soupent à 11 heures le soir, effectivement, ça peut être intéressant. En finissant, ma chère Sophie, top 3 des destinations voyage avec les familles selon Sophie Reiss de Baby Jetlag. Ça, c'est tellement la question la plus difficile. Top 5, Non, j'aurais pas plus. En fait, je vais juste, tu sais, là, vous allez vraiment trouver que je suis pas, que je suis patriotiste, là, mais il y a une rationnelle qui est derrière ça, OK?
Moi, je vous dis le Portugal, pourquoi? Parce que c'est un des rares pays d'Europe où notre dollar, en fait, on peut en avoir plus pour notre argent. Oui. Parce que le coût de la vie là-bas est beaucoup moindre qu'en France, qu'en Italie, qu'en Grèce. C'est vraiment, il y a beaucoup de vols directs de Montréal. Donc ça, c'est super parce que c'est un élément clé aussi d'avoir des vols directs. C'est beaucoup moins stressant. On peut voler sur, exemple, Faro et repartir de Porto. Donc, pas obligé, on peut faire des multi-destinations qui diminuent nos choses. Tu sais, manger, ça ne coûte rien là-bas. Faire des épiceries, quand je reviens, je suis comme déprimée pendant une semaine et demie parce que mon coût de panier d'épicerie ici, je suis révoltée parce que ça coûte 8 fois le prix que là-bas pour des aliments qui sont 8 fois moins bons. Donc, il y a un rapport qualité-prix qui est extraordinaire encore. Puis, ce qui est, ça, pourquoi j'aime encore plus ça, c'est le respect et l'accessibilité. Juste pour donner une idée, les parents, en fait, dès qu'on arrive à l'aéroport, vous allez voir, là, il y a des pictogrammes, donc femmes enceintes, personnes handicapées, mais aussi jeunes parents. Donc, il y a des lignes prioritaires pour les jeunes parents. Si on fait nos courses, on va à l'épicerie, OK, et tu as un bébé dans les bras, les gens vont comprendront pas que tu passes pas devant la file. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous prendre puis vous dire d'avancer parce que c'est clair que vous êtes catégorisé comme un touriste. Les enfants, il y a un respect de la famille, il y a un respect des personnes aînées aussi. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des rampes aussi d'accessibilité partout parce que, donc, qui dit rampe d'accessibilité dit poussette. Oui. Donc, voilà. Fait que vraiment, tu sais, je mets quand même, ça de l'avant. L'autre pays où je trouve qui est dans la facilité, mais qui reste quand même très accessible, justement. Je comprends que c'est une destination qui est très populaire, mais tu sais, le Mexique, c'est facile parce que si on a besoin de quoi que ce soit. Ils vont penser que ça a été arrangé avec le gars des vues. Ben, c'est pas arrangé avec le gars des vues, Oui, tu oui. sais, parce que, tu sais, ne serait-ce que juste, si on a besoin de quoi que ce soit, les épiceries, c'est les mêmes chaînes qu'on trouve ici. Moi, c'est Walmart, il y a, Costco, ouais, c'est ça. ben oui, fait qu'il y a une certaine facilité quand même qui est rassurante, je trouve. Puis on n'est pas obligé de voyager en des tout inclus au Mexique, on peut voyager de toutes sortes de façons aussi dans Puis on dans va ce beau pays. décaler horaire aussi, dépendamment de où tu Oui. t'en vas au Mexique. Vraiment. Puis tu sais, souvent, parenthèse, mais tu sais, je le dis, là, tu sais, les tout inclus, c'est tellement des bonnes destinations pour un premier voyage parce que il y a déjà beaucoup moins d'organisation à faire et tout ça. Tu sais, moi, dans les deux cas, le premier voyage de mon fils, c'était au Club Med à Cancun, puis celui de ma fille, c'était à Cuba parce qu'on a voulu justement tester la formule, voir aussi comment ça fonctionne. Bon, hey, j'ai-tu oublié des affaires? Et ça, finalement, je n'en ai pour rien. Pour après ça, faire une pratique, justement, pour partir au plus long cours après. Tu sais, puis le troisième, ben là, je vais comme j'ai comme un nouveau coup de cœur qui vient d'arriver dans ma vie. Puis j'ai été au début du mois justement en Colombie, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, au point où est-ce que j'y retourne dans 3 semaines. Fait que Nouvel là, pays d'adoption. C'est combien d'heures de pas, mettons, Montréal? 5 heures et demie en vol c'est direct vraiment- avec Transat sur Carthagène, puis Air Canada vole sur Bogota. Les heures de vol sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'on décolle comme à 8h30 ou 9h, tout dépendant justement du changement d'heure, puis on arrive là-bas aux alentours de 2h l'après-midi, et on est à 9 $ de Uber de du centre-ville de Carthagène. C'est Wow. super facile. Genre une quinzaine de minutes, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Puis je reviens au fait que notre dollar canadien a beaucoup, beaucoup reculé. Donc, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat en tant que Canadien. Et je trouve que c'est une belle destination que pour moi, la dernière fois que j'avais été en Colombie, ça fait 25 ans. Bon, ça me rajeunit pas vraiment, mais j'étais là au cégep dans... Ça, tu t'es perdu avec ton téléphone à fil, là. C'est ça, c'était pas... Non, mais je vous jure que je suis juste début quarantaine, là. Je suis pas si vieille, mais j'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup. Mais oui, donc, mon premier, tu sais, j'étais au cégep, puis j'ai été, à l'époque, c'était une île qui commercialisait avec les Saint-Andrés qui était là, mais j'avais pas été en Colombie continentale. Et franchement, tu sais, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que c'est tout justement ce nouveau tourisme post-cartel qui se permettent de redéfinir des bases autrement. Donc, je reste dans des hôtels qui sont éco-responsables, tu sais, B Corp. J'ai réussi à trouver des perles vraiment géniales. Et je trouve que je retrouve là un peu la vibe que j'avais justement dans la côte ouest, comme au Costa Rica de Ouais, ok. Sarah.
sais, le Nosara de v'là 20 ans ou 25 ans, quand c'était au début des années 2000 pour la première fois au Costa Rica, ben de retrouver cette vague-là qui n'a pas encore été justement de masse tant que ça. Donc, ouais, fait que ça, puis j'ai vu beaucoup de familles, justement, qui voyageaient aussi là-bas, puis j'ai trouvé ça vraiment super. Puis quand on dit famille, dit dépenses, et donc, et je trouve qu'on peut trouver même ne serait-ce que dans les hôtels, la nourriture, on va économiser beaucoup. Vraiment. Parce que moi, j'ai trouvé, pour être allée au Costa Rica l'an dernier, moi, j'ai trouvé que par rapport, moi, je fais toujours des pareils avec le Mexique parce que c'est quand même la destination que j'ai faite le plus dans ma vie, là. Puis j'en suis pas revenue du coût de la vie. Mais j'ai une anecdote de fromage. J'arrive rejoindre ma soeur qui était partie 3 mois. Moi, j'arrive là en plein milieu du voyage. Ma filleule, elle me regarde, elle dit, là, ma mère, elle veut pas nous acheter du fromage. Et que je la regarde, je dis, écoute-moi bien, on s'en va à l'épicerie. Je t'achète une brique de cheddar. Hey, écoute. Puis là, je ne suis pas naturellement cheap. Mais là, 20 piastres pour une brique de fromage. J'ai dit à Anaëlle, écoute, je te promets que quand tu vas revenir au Québec, tu vas t'avoir acheté tous les fromages disponibles à l'épicerie. Mais je suis là, sérieux, je suis pas capable, Anaëlle. Ça passe, on va acheter 16 crèmes glacées, tout ça, ça va de bon sens payer ce prix-là pour du fromage. Fait que, tu sais, j'ai adoré le Costa Rica, j'ai demandé, et j'ai trouvé que le coût de la vie était incroyablement cher. Ben oui, moi j'avais la chance, en fait, ceux qui me suivent sur Instagram, là, sur le compte de Baby Jetlag, vous allez voir, il y a plein de recommandations, il y a plein d'albums sur le Costa Rica. Moi, j'avais la chance d'avoir une amie qui habitait là-bas, donc dans le sens elle habitait chez Isabelle. Ben oui, mais même à ça, on s'en sauve pas. On allait faire l'épicerie chez BM, puis ça nous coûtait 4 fois le prix de Montréal quasiment, là, tu sais. Ouais. Donc, on s'en sauvait pas, mais j'avais la voiture qui était la voiture d'Isabelle. J'avais, tu sais, on restait toutes dans sa maison. Donc, c'est sûr que j'avais ce privilège-là d'avoir cet accès-là, mais sinon, en temps normal, sans avoir une amie sur place puis une auto, écoute, ça coûte une fortune. C'est comme la Suisse de l'Amérique, là. Tu sais, c'est moi, je me suis demandé, parce que, tu sais, moi, je devais quand même dépenser en canadien dans leur pays. Oui. Fait que le coût était quand même pas le même, mais là, c'était mis ami avec un conducteur de taxi qui s'appelait Rollo. Puis là, quand on a découvert que Rollo, tu sais, il gagnait à peu près 20 pièces américains par semaine, on s'est dit, c'est quoi, il mange pas de fromage, là? Je veux dire, c'est impossible. Non, ils vont manger des œufs, des fèves, du riz, puis that's it. Quand même that's it. Puis, tu sais, puis nous, on allait faire l'épicerie des fois à Quepos, dans des endroits beaucoup plus locaux, puis on s'en sauvait pas tant que ça non plus, là. Tu sais, non, c'est très, 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 très cher, là, vraiment. Fait qu'en tout cas, je vous dirais, c'est parti là-dessus, là, ces trois-là, mais ça, il y en a plein, là. On va commencer par cela, puis on te réinvitera l'année prochaine, dès qu'on aura coché ça, dans notre carnet de vol, parce que j'ai le goût que tu nous parles de ton nouveau projet. C'est quoi ce petit livre magique-là que tu vas faire en collaboration avec les Belles Combines, si je me trompe pas? Ben 100%. En fait, ceux qui ont lu la première édition du livre et même la deuxième, je parle d'un carnet de vol. Puis c'est quoi le carnet de vol? En fait, c'est un peu le même principe que quand tu achètes un journal de naissance. Ben moi, j'aimerais ça que tous les futurs bébés voyageurs québécois reçoivent leur carnet de vol. Ça serait ça mon plus grand souhait. C'est super cute. Puis quand j'en parlais, dans le fond, dans la première édition du livre, je disais aux gens d'aller fouiller sur Internet pour en trouver un parce que c'est quelque chose qu'on voit en Europe puis qu'on voyait pas vraiment, en fait, qu'on ne voit pas tant que ça ici au Québec. À la base, c'est une vieille tradition même britannique, hein, de vraiment. Et c'est un logbook, en fait. Le principe, c'est de noter les vols de votre enfant. Donc, dans ce petit carnet de vol, qui est vraiment le format d'un passeport, on prend l'habitude de l'amener avec le passeport de notre enfant. Et à l'intérieur, on peut comptabiliser les vols de notre progéniture. Donc, c'est un passeport par enfant. Donc, on écrit vraiment la destination, les détails du vol, et on le fait signer par le commandant ou la commandante, parce qu'il y a de plus en plus de femmes et tout ça. Et ben c'est ouais, girl power. Moi, j'aime ça quand c'est des équipes féminines. Puis là, ben il y a des petits suppléments, tu sais, des anecdotes, des petites choses comme ça de plus dans le livre. Mais principalement, c'est vraiment un outil souvenir qu'on garde. Et l'histoire derrière ça, c'est que j'en ai parlé à Dominique, qui est une entrepreneure de la Mauricie qu'on aime beaucoup, derrière les Belles Combines. Oui. Mais voilà, je cherchais. Je pense, elle est enceinte, là. Elle est enceinte? Oui, elle va accoucher. Elle va accoucher de son dernier, là. J'ai perdu le fil. Ouais, je pense que c'est son 7e. Peut-être 8, mais en tout cas, on la salue. On la salue, Dominique. Et elle part en voyage avec toute sa tribu, souvent. Fait que c'est vraiment beau à voir. Puis, non, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je trouve qu'elle est très, très simple, puis elle fait des belles choses. Et ça me tentait pas, moi, de m'associer, en fait, un peu à n'importe qui. Puis, j'avais envie de créer cet outil-là que moi, j'aurais voulu avoir à l'époque, dans le fond. Et elle a dit, ben, pourquoi qu'on n'embarque
pas ensemble. Donc, on l'a fait produire. On l'a lancé il y a 2 semaines. Il y a déjà plein de petits carnets qui se promènent. On part même en réimpression. Fait que puis moi, ça j'ai envie d'en faire tirer un dans ta communauté. Donc, ouais. Donc, la personne, en fait, qui aura envie de commenter sa prochaine destination voyage où tu trouveras la mécanique, ça va me faire plaisir. Je vais lui envoyer ce petit carnet de vol ici présent avec un mot d'amour à l'intérieur. Bon, mais je suis même pas étonnée de ta générosité, c'est fini. Non. Ouais. En fait, on va faire ça sur Instagram quand le balado va sortir. On va faire un concours, puis effectivement, j'aime bien ton idée de destination voyage. On va s'inspirer. Mais tu m'as vraiment bien vendu tes 3. Ben, le Mexique, là, ça fait vraiment très ingrat de dire ça, mais il faut comprendre que moi, j'ai vécu au Mexique. Mais je suis allée à chaque année, ça fait 14 ans. Fait que là, j'ai le goût de sortir de mon Mexique. Mais que je vais revenir un jour. Tantôt, tu parlais à ta retraite, faire un bac en anthropologie. Moi, j'ai le goût d'avoir un kiosque de jus de fruits frais, là, au Mexique, à Veracruz, dans mon Bonito Puerto, mais tu m'as vraiment vendu la Colombie. La Colombie, j'aimerais bien ça. Ben écoute, j'invite le tourisme. Fait que je vais aller flirter sur ton compte Instagram. Sinon, à part Instagram, on retrouve tes livres, le guide du parent voyageur. On a le carnet de voyage. Oui, puis la dernière édition est aussi en version audio. Donc, si jamais vous voulez m'entendre, c'est ma voix et c'est moi-même qui l'enregistre. Ben, je l'ai pas enregistré dans mon sol, là, je veux dire, dans le sens que c'est professionnellement enregistré, donc dans un studio et ben sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis ça parce que je trouve que c'est le fun des fois quand on se promène, tu sais, d'avoir ça dans les oreilles. Mais c'est sûr que la version papier, elle est quand même assez pertinente pour prendre des notes et tout ça. Donc, disponible partout au pays. Au Canada et aussi en Europe, si jamais il y a des gens qui nous écoutent en Europe. On se souhaite. Puis, je pense que tu donnes des... Bon, en tout cas, je m'avance peut-être, mais il me semble que j'ai vu ton nom chez Douceur et Petit Pois à Saint-Bruno devant la Milan. Fait que tu donnes des ateliers. Est-ce que tu en donnes ailleurs aussi que chez Douceur? Oui, des fois chez Boujotte et Placotine aussi. Mais oui, exactement, mais c'est quand même plutôt rare parce que c'est vraiment, je le fais par plaisir. C'est comme, tu sais, une fois de temps en temps, donc que j'essaie de le rentrer dans mon horaire et tout ça. Donc, surveiller la page, en fait, la page Instagram, dans le fond, de Baby Jetlag, je le communique quand j'en ai. Des fois, ça peut être des bibliothèques aussi qui m'invitent. Ça, j'aime ça, aller. Donc, parlez-en en fait, s'il y en a qui veulent, parlez-en à votre équipe de bibliothécaires dans votre région, puis ils vont me contacter, puis on coordonne tout ça. Mais je donne vraiment beaucoup de conférences à travers le Québec sur plein de sujets, surtout liés au stress, dans le fond. Fait que, puis des conférences inspirationnelles. Vous pouvez tout aller voir ça sur sophierez.com. J'ai mis tous les liens là. Mais là, si vous rencontrez Sophie puis que vous lui demandez des trucs voyage, elle va vous référer à Dominique. Fait que sautez le tape Sophie, pensez directement à Dominique ou achetez le super guide des parents voyageurs. Merci. Sophie, comme d'hab, c'est un plaisir de t'avoir. J'espère aussi de croiser un moment donné à l'aéroport puis qu'on s'en aille à la même place. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Fait que je te souhaite encore des beaux voyages, de la santé, ma chère guerrière. Oui. Puis on se dit à très bientôt pour un projet futur ensemble, ma chère Sophie. Oh oui. Un plaisir de collaborer. Bye. Ciao. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.